Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Ravi de vous retrouver. Voici le programme de l'émission du jour. D'abord, notre focus, comment utiliser au mieux les écrans à la maison. Quelles sont les règles à adopter et les conseils à suivre pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers? On en parle dans un instant avec un nouvel épisode de la série La famille tout écran qui nous est proposé par notre partenaire, le Clémy. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous parler? Je vais vous parler de courtes vidéos d'animation qui pullulent sur nos fils Instagram et qui peuvent conduire leurs créateurs au sommet et même au Emmy Awards. On va voir comment tout à l'heure. Merci beaucoup Jeanne. Et puis notre question du jour, formation professionnelle, intelligence artificielle, transformation aussi des compétences. On assiste là à une véritable révolution. Mais à quoi ressemblera l'apprentissage de demain? Ben oui, comment les entreprises s'adaptent-elles à ces mutations? Et puis quels sont aussi les grands défis du secteur? On en parle aujourd'hui avec un expert qui observe et qui façonne peut-être, on va le voir, cette évolution. On en parle avec vous, Stéphane Ville. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes au sein de la direction commerciale et des partenariats pour l'Europe d'une entreprise qui s'appelle Gutenberg Technologies. On en parle dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, focus sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des familles avec notre partenaire, le Clémy, qui nous fait découvrir tout de suite un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Maintenant, la course à la montée en compétences n'a jamais été aussi stratégique. Et face à l'obsolescence programmée, accélérée aussi des savoirs, les modèles de formation doivent aujourd'hui évoluer, bien sûr, et vite. Alors, quels sont les enjeux économiques, humains, technologiques aussi derrière cette mutation? Quelles en sont aussi les promesses et les limites? On en parle tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk. Et on en parle avec vous, Stéphane Ville. Je rappelle que vous travaillez pour cette entreprise Gutenberg Technologies, entreprise française que vous avez d'ailleurs cofondée, discrète mais influente dans l'écosystème EdTech mondial. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas forcément encore, concrètement, qu'est-ce que vous faites chez Gutenberg? Très bien. Gutenberg, la genèse, ça a été créé en 2009. Au début, c'était de l'édition scolaire. D'accord. Et qui a fédéré 30 000 professeurs avec 300 000 étudiants. Voilà. Le problème étant que pour réaliser ces contenus, il fallait des grands murs, vous voyez, avec plein de post-it pour savoir comment articuler les contenus, comment les agencer, comment ensuite... Voilà. Donc c'est un véritable problème de faire travailler de manière collaborative tous ces experts, métiers différents, des professeurs, etc. Et donc on a créé une plateforme, et ça a été le premier brevet, une source unique de vérité, à savoir tous les contenus centralisés, de manière à ce que tout le monde puisse collaborer et fabriquer très rapidement, à grande échelle, des contenus e-learning. Ça s'adresse donc toujours pour les enseignants, pour les éditeurs. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, très rapidement, la société a grandi, elle est allée à Boston également, donc nous sommes à Paris, nous sommes à Boston, et nous avons commencé à travailler avec des très grands éditeurs, donc le publishing dans l'éducation. Nous avons signé d'énormes contrats avec Cengage Learning, avec Cambridge, avec Vista, avec Wiley, etc., National Geographic, et j'en passe. Et puis, nous avions fait notre petit chemin, évidemment, en France. On avait travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avions des réseaux d'écoles et des réseaux d'universités un petit peu partout en Europe. Donc voilà. Et effectivement, notre ADN, il est là. Néanmoins, on a un petit peu bougé. On a bougé également vers la formation professionnelle, puisqu'on adresse aujourd'hui donc des grands publishers, des écoles, des universités, des entreprises et des centres de formation qui doivent produire très rapidement du contenu. Le tout, on l'imagine, grâce à l'intelligence artificielle. C'est ça qui fait votre différence aussi. Alors, l'IA ne fait pas tout, clairement, parce que l'IA, il faut qu'on l'accompagne. L'IA, c'est un partenaire. C'est pas lui qui décide et qui fait la formation, qui fait pas... voilà. C'est vous qui émettez tout vos professionnalismes, toute votre intention. Par contre, ça va permettre très rapidement, à partir de n'importe quel document, de structurer tout un contenu que derrière, on va pouvoir travailler entre professeurs, entre experts. Est-ce qu'on peut créer une formation numérique aussi, au-delà d'un manuel qui pourrait être digital? En quelques minutes. Ça a l'air révolutionnaire, comme vous le dites comme ça. C'est impressionnant. Ouais. Maintenant, ça ne veut pas dire que les experts ne sont pas encore débordés comme avant, mais
ils le sont de manière très différente aujourd'hui. Ils peuvent se concentrer véritablement sur la pédagogie et sur l'impact que les contenus vont avoir sur les élèves. Une telle solution, aujourd'hui, c'est une solution qui est presque unique en son genre dans le marché français et presque américain. Vous disiez que vous étiez à Boston aussi. Oui, parce que pour la plupart, il y a beaucoup de builders qui prennent des documents Word, PT, du MPEG 3, du MPEG 4, et puis qui fabriquent des cours. Ça, c'est possible. Mais la brique qui manque, c'est l'outil, le CMS qui permet de gérer tout ce contenu et de faire collaborer les différents experts. On peut générer aussi du contenu, c'est-à-dire on peut demander à votre intelligence artificielle, par exemple, à votre outil, génère-moi tel et tel contenu sur la prise de la Bastille, par exemple, et il va vous générer du contenu, ou est-ce qu'on doit amener... vous voyez ce que je veux dire? J'ai très bien compris. Alors, ce qu'on essaie d'éviter, évidemment, parce que ce n'est pas une IA classique, c'est une IA pédagogique. Elle a été très façonnée, très travaillée, de manière à être le plus pertinent possible, très rapidement, de manière à ce que les experts derrière aient le moins de travail possible, en fait. Voilà. Donc, on peut faire à partir de tout, mais nous, ce qu'on préfère, c'est partir d'un document, un référentiel qui a été constitué. Typiquement un PDF, un Word, un PPT, qui a été fait, par exemple, par un tuteur, un professeur, et on va travailler cette matière sans en sortir. D'accord. Pour éviter toutes les hallucinations que l'IA adore générer. Donc on va éviter le bruit. Vous posez un cadre, quelque part. Il y a un vrai cadre. Et on va générer non seulement du contenu structuré, mais on va également créer toutes les activités pédagogiques. Et y compris du gaming. C'est-à-dire, les quiz classiques, tout ça, mais aussi des choses un peu expérientielles. Des simulateurs, des calculateurs, des études de cas, des jeux. Voilà, on est capable de tout générer from scratch en moins de 10 minutes. Certaines grandes écoles ou universités vous considèrent-elles comme une menace ou au contraire comme un partenaire? Non, comme un espoir. Clairement. Il y a de plus en plus, on va vers la mixité. De l'enseignement. Donc il faut aider les professeurs. Et puis il faut aussi un peu réduire les coûts. Il y a cette histoire de un petit peu moins de face-to-face et un petit peu plus d'e-learning pour s'entraîner, quoi. C'est ce que j'allais vous dire, combien voilà. ça coûte tout ça? Par rapport au service rendu, je dirais que ça coûte pas grand-chose. Vous voulez parler de quoi? De Gutenberg? Ce que ça coûte d'installer Gutenberg? Je sais pas, mais ça commence à 50 000 €. Ça peut... On a des clients à 3 millions. Rien que ça, par an. Les grandes universités américaines, par exemple. Voilà. Ça s'adapte en fonction du nombre d'utilisateurs. Ils ont fabriqué quasiment 100 000 supports, il y a 1000 personnes sur la plateforme. Là, on est à des niveaux d'échelle. Mais aujourd'hui, là, je travaille avec des groupes pédagogiques de 5 personnes. Il y a une vingtaine de conseillers pédagogiques externes. Il y a à peu près 200 tuteurs qui donnent des documents pour qu'on les travaille. Voilà, c'est aussi des équipes beaucoup plus... On intéresse énormément, évidemment, les groupes d'école, typiquement, parce qu'il y a toujours cette nécessité de mixité, d'accompagnement des professeurs, d'accompagnement des élèves. Il faut avoir de l'impact, hein, c'est leur usage aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Et puis, bon, il y a une économie d'échelle, une économie de coûts qui est aussi très importante. Ils doivent travailler là-dessus. En fait, ça va évoluer. Je dirais que la mixité des parcours, c'est du court terme. À long terme, il y aura de plus en plus d'enseignement à distance. Et puis, ça va être tout au long de la vie. Ça ne va pas être un diplôme pour la vie. Ça va être des compétences qu'on va devoir acquérir au fil du temps, en permanence, des espèces de skills diplômes, quoi, des skills passeports. En quelque sorte. C'est intéressant et justement, si on élargit un petit peu le sujet au-delà de ce que vous faites vous, bien sûr, vous êtes dans un secteur où on entend souvent que la formation, elle est un peu devenue une assurance-vie pour les entreprises notamment. Et que c'est vrai, aujourd'hui, ces jeunes et ces moins jeunes qui arrivent dans l'entreprise, ils ne font plus juste un diplôme ou deux diplômes, une licence et un master, ils continuent à se former, en tout cas tout au long de la vie. Comment vous expliquez cette prise de conscience qui nous paraît soudaine du rôle stratégique de la formation continue? Comme en entreprise, c'est un levier de compétitivité. Et je dirais qu'une bonne expérience digitale, c'est un levier d'attractivité au même titre que la qualité pédagogique. Donc une école, une université qui se respecte va devoir travailler sur une excellente expérience qui aura beaucoup d'impact et qui va séduire et aider les étudiants.
Comment on peut garantir, vous parliez justement d'impact pédagogique, de qualité pédagogique, comment on peut garantir que cette intelligence artificielle, justement, elle n'appauvrit pas les contenus pédagogiques au nom d'une certaine éventuelle efficacité? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est... Imaginez un orchestre, d'accord? L'IA, on va dire, c'est le premier violon, il fait partie du team, hein, mais c'est pas lui qui décide. C'est pas lui. C'est le chef d'orchestre qui décide, qui va définir l'objectif, à qui il s'adresse, qui va décider de la tonalité, qui va décider du type d'activité, et qui va surtout définir une véritable signature pédagogique tout au long des cursus, et qui va la structurer d'une certaine manière. Votre discours, il est bien rodé, en tout cas, justement, pour peut-être convaincre les universités. L'outil est pensé pour... qui pourraient avoir peur, en tout cas, quand on parle d'intelligence artificielle. L'outil est vraiment fait pour ça. C'est-à-dire qu'on va définir tous les objectifs en amont. On va mettre le document de référence. Ça va créer tout le contenu. Et derrière, il y a tous les gens qui doivent collaborer et valider. Donc, les dérives, il n'y en aura pas. Puisqu'il y a quand même des experts qui sont là et qui vont, dans le flux de travail, définir si le contenu est adéquat, s'il mérite d'être ou pas enrichi, jusqu'à validation et export dans votre LMS. Le futur de l'éducation s'invente tous les jours, vous le voyez, auprès justement des entreprises, mais aussi ici, dans l'école du futur. On va continuer à en parler avec vous dans un instant, Stéphane, si vous le voulez bien. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est le Zap et c'est toujours l'œil de Jean Martineau. On est toujours sur le plateau de l'école du futur et en compagnie de notre invité Stéphane Ville. Stéphane, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui de ces courtes vidéos d'animation croisées par centaines sur nos réseaux sociaux et qui, aussi créatives soient-elles, c'est vrai, n'en respectent pas moins les codes et une esthétique bien huilée.
Absolument, ces vidéos, vous les avez tous vues passer sur votre Insta, qui utilise le stop motion, la miniature ou l'animation pour créer des petites scénettes extrêmement mignonnes, mais qu'on consomme parfois jusqu'à l'écœurement. Et moi, je voulais justement comprendre mieux les mécanismes avec, par exemple, celle faite par le compte Hypnomotion, suivi par son 1,3 million de followers, ici, tout y est. Dans ces scènes culinaires de Lego, on a une durée courte, à peine plus de 10 secondes, des couleurs pop. La surprise, celle qui naît de la rencontre du réel, une vraie main, un vrai couteau et de l'illusion du Lego, l'aspect léché, la précision chirurgicale des gestes, le tout réalisé en stop motion, avec une bande-son en ASMR, évidemment. Tout concourt à créer une vidéo feel good. Et ça fonctionne. Ici, on voyait des commandes faites par des marques à ce compte Instagram pour être diffusées sur leurs réseaux et canaux sociaux. On voit donc qu'il y a une vraie économie du short animé. Pourquoi, selon vous, c'est aussi agréable à regarder? Eh bien, ces vidéos, elles fonctionnent à partir d'une même contrainte ou d'un même truc visuel et ensuite que les créateurs appliquent et déclinent selon les différents sujets. Et c'est cette attente-là qui va pousser à regarder 1, 2, 3 à la folie passionnément des vidéos. Parce qu'on va se dire, mais comment va-t-il décliner son truc dans un autre contexte? Dans le cas, par exemple, d'un site qui s'appelle Plastication de Jax Navarro, eh bien, on est toujours là aussi dans des scénettes faites à partir de figurines en plastique, que ce soit pour la NBA ou pour les héros de Marvel. Donc, sur un thème et ses variations dont on a envie de saisir l'essence. Et c'est pourquoi, évidemment, on a Internet pullule aussi des making-of qui vont en quelque sorte déconstruire le truc, qui vont comprendre, qui vont nous faire comprendre qu'est-ce qui, derrière ces vidéos courtes à voir mais longues à réaliser, qu'est-ce qui est fait, comment c'est fait. Car qui dit réseau social dit évidemment rapprochement entre le créateur et l'internaute. Est-ce que justement ça me laisse sans voix. Ça me laisse sans voix, effectivement. Et je me pose la question, est-ce que c'est pas, quelque part, vous disiez, un retour offert, justement, un peu à contre-courant de ce dont on parlait justement avec vous, Stéphane, de toutes les images qui sont créées par intelligence artificielle aujourd'hui et diffusées sur les réseaux? Alors je dirais plutôt peut-être que c'est un retour à une esthétique travaillée qui demande une certaine lenteur, en effet, et ce, même dans une consommation rapide. Mais aussi un retour à l'émerveillement, à l'enfance. On est dans les Lego, on est dans les jouets en plastique. Instagram, c'est souvent une maison de poupées pour l'adulte que nous sommes devenus. Et bref, en tout cas, à ce titre, on ne peut pas ne pas parler du travail d'une femme formidable qui s'appelle Annie Choi, qui, elle, a commencé aussi sur les réseaux sociaux avant de bosser pour notamment les studios Ghibli. Elle explore l'époque où, enfant, on se disait que les étoiles pouvaient être décrochées du ciel et mangées comme des bonbons fluorescents. Grâce à sa poésie visuelle, elle a séduit les grands du luxe. Ici, un rouge à lèvres Dior, fleuri au contact de la peau jusqu'à recouvrir le monde entier. Ailleurs, un portefeuille de la marque Louis V vole au-dessus d'un grand 8 pour grenouille. Un grand 8 qui reprend les formes du logo avant d'apparaître dans les mains d'une jeune fille assise sagement dans un parc. Que c'est joli. Souvent, en tout cas, le principe narratif est le même, c'est celui d'une boucle où le début revient à la fin, mais transformé par le récit qu'il a traversé. Et même si c'est dans un temps très court, eh bien, il y a comme une invitation à la pause. Donc, même dans les réseaux, il y a cette invitation à la pause grâce à ces petites vidéos. C'est très bien, effectivement. On en a bien besoin, souvent d'ailleurs, ce genre de contenu. Est-ce qu'il mène principalement à la publicité? Alors, pas seulement. Et les success stories sont nombreuses et elles peuvent mener parfois loin. Parmi elles, on peut penser à Oliver Latin, un jeune Allemand qui a créé le compte ExtraWeg. Et ici, chez lui, on est dans une esthétique un peu du chelou, où ce qui est séduisant devient un petit peu dégoûtant. Ah oui. Ou à l'inverse, ce qui est un petit peu dégoûtant devient un peu mignon, ou en tout cas rigolo. Dans son univers, le monde est donc peuplé d'éléments familiers. On voyait ici un citron qui prenait vie. Et parmi ces plus de 800 000 followers, Oliver Latin a eu la chance de compter le réalisateur et acteur américain Ben Stiller. Et en fait, Ben Stiller, eh bien, lui, un jour, lui a envoyé un petit DM dans sa boîte Instagram pour lui proposer de réaliser le générique d'une petite série sur laquelle il était en train de travailler, à savoir Severance, multi-récompensée. Et si vous l'avez vu, vous ne pouvez pas ne pas vous souvenir de ce générique un peu mythique, où le personnage principal erre dans des espaces de bureaux absurdes, où son corps se disloque, où son corps se liquéfie. Et Oliver Latin, eh bien, il a diffusé une vidéo de making-of, encore une, où l'on voit justement comment il a réalisé en partie ce clip dans sa chambre, mais ça ne l'a pas empêché de la quitter, cette chambre, pour aller à Los Angeles, où il a reçu donc un Emmy Award pour le meilleur générique.
Chapeau bas. Quoi. Alors justement, pour celles et ceux qui font ou qui veulent faire des vidéos courtes et animées sur les réseaux, est-ce que vous avez des conseils, Jeanne? Alors, 1% d'inspiration, 99% de transpiration, comme disait Toujours. le célèbre Pablo Picasso. Mais vous pouvez néanmoins économiser un petit peu de sueur. Alors, il y a pas mal de logiciels qui existent. On parlait Adobe Express. On peut citer aussi Canva ou des apps mobiles comme CapCut ou Lotifiles. Donc, à vos stylés et à vous le futur Emmy Awards du meilleur générique ou autre. On espère couvrir ça un jour, effectivement. Mais il faut vous lancer maintenant, Jeanne. J'arrive. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup, Jeanne. On lance ensemble la deuxième partie du talk. Deuxième partie du talk avec notre invité, toujours Stéphane Ville. Je rappelle que vous travaillez donc pour cette entreprise Gutenberg Technologies. On a parlé en première partie concrètement de ce que vous faisiez, de la révolution aussi que ça représente aussi dans le secteur de la formation, de l'enseignement aussi et de l'apprentissage. Je voudrais maintenant qu'on dégrossit, si vous voulez, un petit peu le sujet, qu'on parle plus de l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde de l'éducation, entre autres. Notamment, vous savez qu'il y a des débats, notamment en France, peut-être un peu moins aux États-Unis, mais sur l'utilisation justement de cette technologie dans le secteur de l'éducation. Certains, et vous nous l'avez dit en fin de première partie du talk, qui peuvent forcément craindre l'arrivée de l'intelligence artificielle auprès des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, un besoin aussi profond, important de formation auprès des enseignants. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'intelligence artificielle, elle est plus éthique qu'une autre ? Et qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas forcément obligé d'en avoir peur? Vous avez commencé à nous le dire en fin de première partie du talk, parce qu'au contraire, justement, vous arrivez, vous en tout cas, à montrer toute son efficacité. Bon, déjà, la peur n'empêche pas le danger. Pas faux. Il y en a un. Maintenant, dans le paysage, l'IA, c'est comme une montagne. Vous pouvez définir, allez, j'y vais, je l'escalade, ou je la contourne. Mais elle est là. Elle ne bougera pas. Donc, quelle attitude on doit avoir par rapport à ça quand on est un professionnel, que ce soit dans la formation ou que ce soit dans l'éducation? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, vaudrait mieux s'en emparer. Moi, je dirais que l'IA va pas tuer mon boulot. Par contre, si je travaille pas avec l'IA, oui, elle me remplacera. Et aujourd'hui, je le vois dans la formation professionnelle, typiquement, ils en ont pas peur. Ils sont vraiment en train d'adopter à vitesse grand V. Aujourd'hui, vous n'avez pas une solution qui n'a pas intégré de l'IA. Ouais. Même s'il y a beaucoup de blabla. C'est le risque, notamment dans le domaine de l'éducation. Au début, c'était très marketing, voilà quoi. Mais aujourd'hui, c'est concret, quoi. Aujourd'hui, vraiment, on fait des choses très rapidement. Toutes les tâches redondantes, au final, c'est comme une excroissance. C'est comme un nouveau bras qui pousse, comme ça, pour faire des choses supplémentaires et qui va vous libérer l'esprit pour vous concentrer sur l'essentiel. Est-ce que vous pensez que d'ici 10 ans, la majorité des formations professionnelles seront créées à partir de l'intelligence artificielle? En partie, mais on va avoir de plus en plus besoin, je dirais, de personnes qui valident et qui animent, dans le sens où va y avoir pléthore de contenu. Du fait de l'intelligence artificielle, on se retrouve avec énormément de contenu. Et trop de contenu va tuer le contenu. Donc, la curation et la scénarisation devient quelque chose d'hyper stratégique. Et pour ça, il faut des hommes. Des femmes. Excusez-moi. Je vous en prie. Il y a beaucoup de femmes dans ce métier, donc évidemment. Est-ce que vous en avez aussi chez Gutenberg Technologies? Parce que c'est vrai, quand on parle de reproduction... quasiment... pourtant, on a beaucoup d'ingénieurs, mais on a énormément de femmes. Et on est aussi multiracial. On a plein de personnes qui viennent de plein d'endroits différents. Le marché de l'EdTech a explosé ces dernières années, notamment depuis la crise sanitaire. Quels sont, selon vous, justement, les grands enjeux qui structurent ce secteur aujourd'hui, en France comme à l'international? Vous avez la chance, en tout cas, d'avoir deux points de vue très différents, en étant à la fois à Boston et à Paris. Vous parlez de quoi? De data? Quels sont les grands enjeux aujourd'hui qui régissent ou qui vont régir dans les prochains mois et les prochaines années le secteur de l'éducation et de la technologie? Bien sûr, l'intelligence artificielle, on est en plein dedans. Derrière, il y a évidemment, vous avez raison, les données, la data, l'utilisation de ces données. Qu'est-ce qu'on en fait derrière données des utilisateurs?
La création de contenu peut-être aussi. On recevait il y a quelques jours Jacques Hainaut qui nous disait, qui est un journaliste pour Les Échos et qui nous disait, mais moi en fait l'intelligence artificielle, on dit qu'elle est partout dans toutes les entreprises, dans toutes les écoles, mais moi il milite pour l'interdiction de l'intelligence artificielle pour les jeunes. Oui. Voyez, et c'est pourtant un point de vue qu'on n'a pas, et je lui dis d'ailleurs, tellement l'habitude d'entendre. Oui, c'est... Je dirais que là, c'est une réflexion philosophique hein, par rapport à l'enseignement. Je dirais que je ne suis pas compétent pour véritablement en parler, parce que interdire l'IA aux jeunes, ça se comprend, de la même manière qu'on pourrait interdire Instagram, qui, lui, peut être aussi un petit peu dangereux, sans parler de TikTok, qui est pour moi une arme de destruction massive. Non, je dirais que ce sont des sujets philosophiques. Ce qui va arriver véritablement, c'est beaucoup de contenu de plus en plus, donc de la curation, de la scénarisation, de l'accessibilité, beaucoup de nouveaux médias intégrés à tout ça, la réalité virtuelle, des mises en situation pratiques, concrètes, comme dans la vraie vie. Voilà, c'est comme ça qu'on va apprendre, en marchant, même si ça se passe en compagnie d'un écran ou avec des lunettes virtuelles ou avec tout ce que vous voulez. Voilà, on n'en est pas encore aux puces implantées dans le cerveau. Je sais qu'il y en a qui pensent, mais bon, c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais. L'enseignement restera l'enseignement, la formation restera la formation. Ce qui compte et ce à quoi on va travailler, et la data va nous y aider, c'est comment améliorer l'impact, l'engagement, la rétention, la performance. Ça se mesure aujourd'hui? Vous arrivez à le faire? Bien sûr, oui, parce que déjà on a des scores et tout ça remonte dans les outils de gestion LMS. On sait exactement le parcours. Et c'est comme ça que d'ailleurs à terme on va pouvoir aussi adapter ces contenus. Par exemple, Paul et Jacques, qui n'ont pas les mêmes acquis, vont suivre le même parcours, mais ne vont pas emprunter le même chemin. Une IA qui aide à penser mieux. Cher Stéphane, est-ce que c'est une utopie humaniste ou une nouvelle manière de formater les esprits? C'est une nouvelle façon d'apprendre parce que, en fait... Vous avez 4 heures. Ouais. Oui, merci. C'était, oui, l'épreuve de philo, c'était avant-hier. Oui, exactement. Vous pouvez répéter la question? Je vous en prie. Il en a perdu ses mots. Une IA qui aide à penser mieux. Je comprends que c'est aussi votre objectif chez Gutenberg. Est-ce que c'est une utopie humaniste ou est-ce que c'est une nouvelle manière de formater les esprits? Ah là 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 là. Vous savez, nous on vend des pelles et des pioches. Hein. Vous voyez Est-ce que vous n'avez pas envie un jour de faire plus que de vendre des pelles et des pioches? En tout cas, j'ai pas forcément envie de formater l'esprit des gens. Ouais. Force est de constater qu'on a une attitude vis-à-vis de l'IA. Vous-même, je suis sûr que, par exemple, même pour faire une simple recherche qu'avant vous faisiez sur Google, vous interrogez ChatGPT. Bien sûr. Ça m'arrive. Et il va vous faire une réponse hyper structurée, machin. Alors, oui, clairement. Mais comment il a fait ça si vite, aussi bien? Mais c'est diabolique. Oui, voilà, c'est diabolique. Sauf que, bon, il fait quand même des erreurs. Faut toujours valider, faut croiser. Un peu comme le fait un bon journaliste, il faut croiser les infos pour être certain de ce qu'on va raconter. L'esprit critique, on ne le répétera jamais assez. Voilà. Merci en tout cas infiniment. On pourrait continuer là aussi, et je le dis régulièrement dans cette émission définitivement, et décidément, on pourrait continuer encore pendant de longues minutes à parler de ce que vous faites. Merci beaucoup en tout cas Stéphane Ville d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle donc le nom de votre entreprise Gutenberg Technologies qui s'annonce comme une vraie révolution dans le domaine de l'éducation. Merci d'avoir été parmi nous. Merci Ludivine, merci Jeanne. Merci beaucoup Jeanne d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis et puis nous, on se retrouve dès demain, toujours à 12h30 dans l'école du futur. D'ici là, passez une très bonne journée. Ciao.